On poursuit avec notre débat. Comment se prémunir d'une fuite de secret des affaires ou de propriété intellectuelle? On va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et il y a un élément qui est important, c'est l'identification et la classification des informations sensibles. Et on va en parler avec vous tout d'abord, Caroline. Comment on identifie ces informations sensibles dans une entreprise? Alors, comment les identifier? Alors, il y a, des chantiers que j'aime beaucoup mettre en place dans les entreprises, mais je voudrais rétropédaler un peu sur un thème qu'on a abordé, qui est déjà de sensibiliser la direction générale et le top management de l'entreprise de façon à obtenir en quelque sorte un mandat et à délimiter, les actions à mettre en place. L'idée pour moi dans un monde idéal, est de mettre en place une espèce de petite audit et petite cartographie, pour, mener à bien l'identification des informations sensibles. Et idéalement, on va réussir à avoir, le support de la direction générale en mettant en avant ce que Claire disait, la valorisation des actifs, l'intérêt aussi que peuvent avoir les investisseurs pour les droits de propriété intellectuelle et ainsi obtenir un mandat pour mener un audit plus ou moins large en fonction de la taille de l'entreprise, du budget qu'elle voudra bien y allouer, de sa maturité aussi. Certaines choses peuvent déjà être faites ou pas. Heu et le fait que le mandat soit donné par la direction générale va, venir permettre à la direction juridique de travailler avec tous les interlocuteurs nécessaires. Ça veut dire que ça ouvre plus de latitude quand on a l'aval du top management tout de suite? Je dirais que c'est pour moi un prérequis, c'est un must-have, comme on dit en bon français. Et c'est très important que, la direction générale soit aussi, en quelque sorte, montre l'exemple dans la vie de tous les jours, et donc donne cette impulsion à la mise en place d'un projet. Alors ça peut être assez restreint, par exemple, ne concerner que les créations de nouveaux produits, comme ça peut être la mise en place, d'un système, de protection par le secret des affaires beaucoup plus général. Donc là, moi, je vais balayer large, pour aujourd'hui, mais on peut le faire aussi de manière, plus restreinte, pour d'autres cas. Pour bien comprendre, on comprend aisément que le juridique est impliqué, mais quelles sont les autres directions de l'entreprise qui doivent être partie prenante de ce projet? Alors, l'idée, ça va être de travailler avec les opérationnels, bien entendu, tous les opérationnels, la R&D, les achats, les ventes, pardon. Ça va être aussi de travailler avec, tous les juristes dans la direction juridique, pour le cas où les juristes pourraient être spécialisés en contrat, ou en compliance. La compliance pouvant avoir une certaine influence sur, des échanges d'informations, en tout cas à l'international. L'idée sera évidemment de travailler aussi avec l'informatique et les RH pour, mettre en place des éléments dont on parlera après. Donc vraiment l'idée, c'est d'avoir un projet qui va être, transversal au niveau de l'entreprise et d'embarquer, chaque fonction, avec soi. Les RH de manière, plus ou moins, transversale, l'informatique en tout cas de manière transversale pour sûr, avec les opérationnels. Comment on fait justement pour impliquer tout le monde sur ce projet? Comment les sensibiliser sur ces questions qui sont éminemment confidentielles, évidemment? Alors je pense que l'idée, ça va être vraiment de travailler avec chacun pour identifier les informations sensibles. Si je prends par exemple, l'exemple de la R&D, vous allez, voir avec eux comment ils travaillent, quel type d'outils informatiques ils ont mis en place. Est-ce que leurs outils vont être, suffisamment, sophistiqués pour vous donner tous les garde-fous nécessaires à la protection des informations sensibles? Vous allez aussi avoir, le fait que, il va falloir rentrer un petit peu dans la compréhension des produits et de ce qui est de valeur en termes d'information pour l'entreprise. C'est vraiment quelque chose d'assez important et puis, commencer à inculquer, aux opérationnels à travers cet audit, sensibilité et un certain vernis juridique, qui va, vraiment les mettre dans cette disposition de secret des affaires. L'idée va être aussi, donc dans un premier temps, vous allez, cibler les pays, majeurs, c'est-à-dire en termes de chiffre d'affaires, en termes de
site de production ou de site de développement. D'accord. À partir de là, vous allez ensuite cibler les équipes avec lesquelles vous allez vouloir interagir et identifier les éléments clés. Et une fois que vous avez identifié les premiers éléments clés, l'idée, c'est d'identifier la valeur de ces éléments pour mettre en place des mesures et des recommandations qui seront adéquates par rapport à cette valeur. D'accord. Tout en gardant les problématiques de preuve que vous pouvez avoir derrière, hein, puisqu'on joue aujourd'hui sur le secret des affaires, mais il y a évidemment les droits de propriété intellectuelle à garder en tête. On peut avoir envie de mettre en place un brevet, mais on peut aussi avoir envie de rajouter un dessin et modèle pour des problématiques de preuve sur certains cas. Donc l'idée, c'est vraiment de dérouler depuis les RH jusqu'aux ventes, collecter les informations, les éléments, les classifier le cas échéant s'il y a des éléments sensibles, Bien sûr. très sensibles, sur tous les sujets, les marques, les brevets, les algorithmes, les plans, le savoir-faire. D'accord, donc c'est vraiment transversal. C'est vraiment transversal. Pour les entreprises qui travaillent avec du logiciel, ne pas oublier l'open source, l'identification des licences open source qui peuvent être utilisées et qui peuvent causer la déperdition de propriété intellectuelle selon le contenu de la licence open source. Et puis évidemment la data, enfin ce que j'aime appeler la data, toutes les données qui vont graviter dans l'entreprise, dans la chaîne de valeur et la chaîne de création des produits. Donc, Claire, Emmanuel, peut-être rebondir un peu sur ce que dit Caroline. C'est quelque chose auquel vous essayez de faire, sensibiliser vos clients autour de ces sujets? Oui, bien sûr. Alors effectivement, comme disait Caroline, ça commence en fait par classifier les informations ou en tout cas se poser les questions de savoir où sont les enjeux et où sont les risques principaux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment croiser les deux aspects. Il peut y avoir des données qui sont extrêmement sensibles, mais qui finalement font l'objet de peu de risques parce qu'il y a déjà des mesures, etc. Et à l'inverse, on peut avoir des données qui ne sont pas extrêmement sensibles, mais quand même importantes et stratégiques pour l'entreprise, mais qui vont être très vite exposées au public, comme par exemple un fichier client. Un fichier client, peut être hyper stratégique pour une Bien sûr. entreprise. On n'a pas forcément envie de savoir qui on a comme client. On n'a pas envie que les concurrents sachent qui c'est qu'on a comme client. Et on n'a pas envie que tout le monde, en fait, même entre clients, ne savent pas forcément qu'ils sont clients de telle entreprise, etc. Il y a des degrés de confidentialité qui sont importants. C'est ça, c'est qu'en fait, le secret et la valeur intrinsèque de la donnée n'est peut-être pas exactement la même chose que la stratégie et la valeur qu'elle a pour l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment des choses à croiser et c'est vraiment avec des discussions avec les chefs d'entreprise, avec les parties prenantes, qu'il faut identifier tout ça. Et comme disait Caroline, si on n'a pas cartographié, si on les a pas identifiés, bah, c'est là où en fait on risque de passer à côté. Donc c'est un travail de longue haleine. Donc un bon audit avant, Oui, et qu'il faut refaire régulièrement parce que la situation à un instant T évidemment. n'est évidemment pas la même dans un an, dans 2 ans. Les entreprises changent, de nouveaux marchés s'ouvrent, des usines s'ouvrent. Donc il faut régulièrement en fait repasser tout ça au crible. Emmanuel, c'est des choses aussi que vous observez? Oui, tout à fait. Et je voulais insister, comme l'a dit Caroline, sur l'importance de l'investissement du top management. En fait, ces questions de propriété industrielle, ces questions de protection des secrets, pour que ça marche, il faut que le top management soit lui-même investi, sensibilisé, convaincu. Ce n'est pas quelque chose qu'on va déléguer au N-3 et puis il s'en occupe et c'est terminé. Non, c'est le top management qui doit avoir cette préoccupation en continu. Il y a la phase d'audit, effectivement, quand on décide de s'y intéresser. Mais après, ça doit être une préoccupation continue parce que ça va tout impacter. Comment on fait de la R&D, qu'est-ce qu'on va divulguer en matière de com, quelle politique de dépôt de pays on va avoir, quel budget on va mettre pour la protection du secret et pour la propriété industrielle. Et ça, c'est des décisions qui doivent être prises au niveau du top management. C'est capital. C'est Donc pas une fonction essayez annexe. de l'intégrer dès le départ dans le Voilà. processus. Et il faut que tout le monde soit convaincu. Et si le top management n'est pas convaincu, ça ne marchera pas. Ça, on l'observe tous les jours dans toutes les entreprises qu'on assiste. Et pourquoi c'est important aussi, on est en train de parler de choses qui ont l'air techniques, secret, propriété industrielle. Ce sont des composantes essentielles de la valeur d'une entreprise. Bien sûr. Au niveau patrimonial, alors bien sûr, le secret n'est pas approprié, les droits de pays le sont, mais les deux vont constituer une part importante de la valeur d'une entreprise qui peut être déterminante dans une opération de fusion-acquisition, par exemple. On sait qu'il y a des opérations de fusion-acquisition qui ne se font que pour mettre la main sur un portefeuille de marque ou un portefeuille de brevets ou des secrets qui sont détenus par une entreprise. Donc vraiment, ce sont des questions stratégiques dont on parle aujourd'hui. Tout
tout à fait. Caroline, vous aviez d'autres éléments sur... Oui, ça me fait rebondir ce que disait Emmanuel sur la dernière partie, je dirais, de mon audit. Une fois on a descendu tout ça, il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est de regarder le fonctionnement de l'entreprise en interne. On a les problématiques de cybersécurité, les problématiques des salariés qui peuvent être ou négligents ou mécontents ou faire des erreurs de temps en temps. Tout ça, ça doit aussi être évalué pour être traité par ailleurs. Et puis après, il y a le fonctionnement en externe de l'entreprise. Donc, comme le disait Emmanuel, la communication marketing qui peut générer des problématiques sensibles. Les tiers avec lesquels on travaille au niveau de la R&D, mais aussi des achats. Et puis, les clients peuvent aussi être une source de problématiques, des clients qui ne sont pas forcément soucieux de la propriété intellectuelle de leurs fournisseurs. Et puis après, il y a des cocktails assez détonnants qui vont être les anciens salariés mécontents avec les concurrents. Ils veulent se venger et qui vont délivrer des informations sensibles. Et puis, ou alors un fournisseur défaillant ou mécontent qui n'a pas eu son appel d'offres et qui va chercher à travailler avec la concurrence aussi d'une manière plus ou moins loyale. Donc, il y a vraiment une cartographie à faire par fonction puis par opération, de manière ensuite à proposer des recommandations et, dans la mesure du possible, les faire acter par les équipes, les faire choisir leurs propres mesures à mettre en place pour les responsabiliser. Et valider les choix. Et valider les choix. On voit dans les plus gros risques aujourd'hui, moi que j'ai pu voir en entreprise, alors il y a les problématiques des salariés qui partent mécontents, les problématiques des tiers avec lesquels on travaille en termes de R&D, et puis après les développements aussi qu'on peut faire pour les clients, qui sont plus ou moins des sources de risques sur les secrets d'affaires et la propriété intellectuelle lorsqu'elle est naissante. Donc on voit bien, Claire, que le facteur humain est essentiel et il est souvent à l'origine des fuites. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on parle beaucoup de cybersécurité, de cybercriminalité, mais en réalité, on oublie un petit peu trop souvent parfois dans l'entreprise que là où le risque en fait est le plus important finalement, c'est avec le facteur humain. Alors il y a les humains mal intentionnés, comme on a pu en parler un petit peu, ou volontairement, ou en tout cas par rapport à un litige, un contentieux, ils vont chercher à nuire ou à avoir peut-être un moyen de pression, en tout cas sur l'entreprise. Mais en réalité, il y a tout simplement le facteur humain en fait qui va faire une négligence. Ça est déjà arrivé à tout le monde de recevoir un mail, de cliquer sur un lien trop rapidement, de répondre à une information trop rapidement, de ne pas avoir vérifié en fait la source par laquelle on reçoit en fait la question. Voilà, c'est des cas en fait qui se présentent malheureusement assez fréquemment dans les entreprises. Et ça, c'est souvent un facteur en fait, un facteur qu'on oublie parce qu'on pense beaucoup voilà, aux intrusions, à l'espionnage industriel. Bien sûr, voilà. aux aspects technologiques aussi. Exactement. Mais finalement, les êtres humains, c'est quand même ceux avec quoi on travaille tous les jours, ceux avec qui on travaille tous les jours. Et si on les a pas bien sensibilisés, si on leur a pas bien expliqué, si on les a pas formés, du coup, c'est là où il va y avoir en fait une faille qui pourtant est assez facile, celle-ci, à maîtriser. Alors, le risque zéro n'existe pas. Mais déjà, si on a expliqué aux parties prenantes et finalement à toutes les personnes de l'entreprise que on est dans une entreprise, que la majorité des informations sont quand même valeur du capital de cette entreprise. Donc, sensibiliser tout un chacun, on verra comment est-ce qu'on peut le faire. Mais en tout cas, il faut sensibiliser. Il y a plein de moyens qui peuvent être un peu ludiques en plus. Il peut y avoir aussi des petits tests, des petits jeux en interne organisés. Et surtout, mettre en place aussi une procédure quand justement il y a une erreur qui est faite. L'être humain n'aime pas pouvoir réagir. Exactement. L'être humain n'aime pas trop dire quand il s'est trompé. Donc, il faut absolument que le top management, que les directions expliquent à leurs salariés que l'erreur peut arriver, ça arrivera à tout le monde, ça arrivera un jour. Vous savez, dans les entreprises, personne ne dit « moi, ça m'est jamais arrivé ». On nous dit plutôt « quand est-ce que ça va nous arriver » ou « ça nous est déjà arrivé ». Donc, mettre tout de suite en place une procédure. Qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu son ordinateur, qu'on l'a oublié à la gare? Qu'est-ce qu'on fait quand on nous a volé en fait notre smartphone qui a peut-être un code de sécurité un petit peu facile à déverrouiller? Mettre des procédures en place. Mettre des procédures tout de suite. C'est des bonnes pratiques que vous avez aussi en entreprise, que vous essayez d'inculquer? Alors, tout à fait, on essaye d'inculquer. Elles sont parfois présentes, parfois elles sont à mettre en place. Il y a tout un
tas de choses, depuis les autorisations d'accès à certaines données en fonction du descriptif de la fiche de poste, jusqu'à la gestion de son ordinateur, comme disait Claire. Je pense en particulier à quelque chose qu'on voit parfois trop peu, mais les filtres de confidentialité sur les PC portables quand vous voyagez, pour Quand éviter on que tout le prend monde le ne train, voit, éviter effectivement que tout le monde ne voit ce que vous êtes en train de traiter. Il y a aussi toutes les modalités de gestion des outils personnels informatiques des salariés, les interdire dans la majorité des cas pour éviter que quelqu'un arrive avec son disque dur et ne reparte avec la moitié des informations de l'entreprise. Si des accès n'ont pas été mis en place, ça peut être assez dramatique. Ou les autoriser sous certaines conditions. Il y a tout un tas d'outils informatiques qui peuvent être assez efficaces. Ce que j'aime bien aussi personnellement pour sensibiliser les salariés, c'est la gestion de l'écran de veille par l'informatique sur les points de cybersécurité. C'est-à-dire qu'une fois que votre PC est en veille, vous voyez des messages délivrés et des cas pratiques très courts. Et des fois, même moi, quand j'étais jeune juriste, je me dis « Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Je ne connais pas ». Et ça permet d'accrocher l'œil et ça permet vraiment d'impliquer les salariés de manière plus ou moins ludique et anodine sur des temps de retour au bureau. On peut insister aussi, tout ça est tout à fait vrai, bien sûr, sur l'aspect traçabilité. Pouvoir tracer avec des moyens sûrs que l'entreprise, donc tel ou tel employé, était bien en possession de telle ou telle information, quelle que soit sa nature, commerciale, D'accord. savoir-faire, invention, création, etc., à telle ou telle date. Comment fait-on Alors, il y a plein d'outils aujourd'hui. Bon, celui qu'on connaît tous en propriété industrielle, c'est l'enveloppe solo qui se dépose aujourd'hui en ligne à l'INPI. Ça coûte 15 €, ça se fait dans le quart d'heure, il n'y a pas de formalisme. Donc, dès qu'on a des informations sensibles, on dépose une enveloppe solo. C'est une précaution très simple. Et eh bien, on est peut-être bien content 4 ans après, quand une relation avec un fournisseur ou un partenaire dans un consortium a mal tourné, de pouvoir montrer, de pouvoir prouver, regardez, à telle date, nous, on était en possession de telle information. Et c'était 6 mois avant qu'on débute notre collaboration. Donc, vous voyez, cette information, c'est nous qui l'avons. Alors, j'ai cité l'enveloppe solo, mais tout moyen de preuve de nature à convaincre un interlocuteur ou un juge peut remplir la même fonction. D'accord. On a aussi en ligne, on connaît des outils de cahiers de laboratoire électronique. Il y a tout un tas de choses maintenant avec la blockchain qui rendent ça Qui possible. permettent de redater et d'avoir une traçabilité. Voilà, pouvoir prouver qu'à une date certaine, on était en possession intellectuelle d'un contenu certain. Voilà. Ça peut être le départ pour se protéger au niveau de la propriété industrielle dans certaines circonstances, ou en tout cas ne pas mettre en péril sa protection. Et puis surtout, dans toutes les relations qu'on a, appel d'offres, contrat de collaboration, relations avec des fournisseurs, etc. Ça permet de clarifier la situation quand commence à y avoir des discussions un peu compliquées. Voilà. Au-delà de cette question de la traçabilité, Claire, quels outils juridiques on peut mobiliser en cas de fuite ? Alors, les outils juridiques qu'on peut mobiliser, d'abord, évidemment, ceux qu'on préfère, c'est ceux qu'on va mettre en amont pour essayer d'éviter justement Bien sûr. la fuite, ou en tout cas de prouver que la fuite, elle est préjudiciable à l'entreprise. Alors, on a parlé de la sensibilisation, c'est quand même la première mesure en fait à mettre en œuvre. Ça fait partie à la fois des outils pratiques, mais aussi des outils juridiques, parce qu'en fait, on va le tracer aussi dans l'entreprise. On va faire par exemple une demi-journée de sensibilisation avec une feuille d'émargement, et du coup, l'entreprise pourra elle aussi, en cas de contentieux, ça c'est évidemment ma casquette d'avocat qui anticipe déjà la preuve, puisque le secret en fait n'est protégé que sous réserve qu'il ait été secret, donc un minimum protégé. On pourra prouver en fait au juge qu'on avait vraiment voulu en fait se prémunir de fuites, de divulgations non souhaitées. Donc, la sensibilisation que l'on va vraiment acter et tracer. Ensuite, il y a évidemment toutes les clauses de confidentialité qu'il faut insérer dans tous les contrats, que ce soit les accords de confidentialité avant justement de démarrer en fait un partenariat, les clauses dans les contrats de travail avec les salariés, dans le règlement intérieur, des politiques informatiques, des politiques de gestion des outils IT. Aujourd'hui, avec le développement de l'IA, c'est hyper important d'avoir des chartes IA au sein de l'entreprise parce qu'on ne sait pas trop où vont les informations. C'est pratique, les salariés s'en servent. Mais Donc, il y a il quand faut même donner cette un cadre à question, tout ça. il faut absolument donner un cadre et s'organiser. Donc, ça passe principalement par des clauses contractuelles. Vous savez, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile de prouver qu'il y a une obligation qui a été inexécutée plutôt que de dire « mais je pense qu'il savait, il comprenait que c'était une information confidentielle ». L'écrit, c'est quand même toujours Est-ce que ça suffit, ces clauses, ou il faut aussi d'autres outils ?
Alors les clauses, vous savez, ça n'engage que ceux qui les respectent en réalité, mais ça va donner en fait une possibilité à l'entreprise de prouver qu'il y a véritablement un préjudice. C'est vraiment un pas en fait en avant, à la fois aussi sur un aspect psychologique, parce que du coup le partenaire qui signe le contrat, qui signe la clause, quand même a priori on peut se dire qu'il va être de bonne foi et qu'on lui a aussi expliqué que ça c'était sensible pour nous, que c'était important. Donc il va y faire attention. Après évidemment en fait Il n'y a le pas de juridique, risque zéro. bien sûr que non. Et Et c'est là puis, où le risque, en fait, doit être géré sur un plan pratique. C'est-à-dire que le juridique, c'est bien, mais la pratique, pardon, est importante, comme vous l'avez dit, Emmanuel, avec tous ces outils de traçabilité, ces limitations d'accès, les locaux sécurisés. Enfin, il y a plein de moyens pratiques aussi qu'il faut mettre en œuvre. Emmanuel, Oui, deux points. Vous avez mentionné l'IA, l'intelligence artificielle. Il faut vraiment insister là-dessus. On ne confie pas ses secrets d'affaires, quels qu'ils soient, à une IA. Si on a des informations techniques, commerciales, etc., on ne les envoie pas dans le chat GPT parce qu'on a besoin d'une présentation ou d'un document ou d'une communication, etc. Non, ce qui est envoyé à une IA, sauf si elle est strictement interne à l'entreprise, et ce n'est pas le cas de nombreuses entreprises, ça veut dire qu'elle part quelque part et qu'on n'en a plus la maîtrise. Donc là, il faut aussi beaucoup de formation à l'IA à tous les niveaux, parce que là, c'est une source de fuite aussi. Et le deuxième point, alors, si on prend les mesures en amont comme elles viennent d'être citées, une autre mesure élémentaire, comment protéger au mieux ses secrets d'affaires? Eh bien, une des premières mesures, c'est d'en avoir le moins possible. Et comment en avoir le comment moins fait-on alors? possible? Justement, pour ce qui est éligible à des dépôts de propriété industrielle, de titres de propriété industrielle, eh bien, c'est de faire les dépôts si on a une stratégie, un budget et une volonté qui va avec, évidemment. Donc, pour les inventions techniques, dépôt de brevets, de certificats d'utilité. Si on est sur des objets ou sur quelque chose d'esthétique, dépôt de dessin et modèle, qui va se cumuler avec la protection par droit d'auteur, qui, elle, ne fait pas l'objet d'un dépôt. Mais il y a une question de date de preuve de création, donc on y revient. Et puis, les marques en matière de signes distinctifs. Voilà, tous ces éléments peuvent faire l'objet d'un dépôt. C'est une façon de sécuriser les Bien choses, sûr. comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et là, les conseils en propriété industrielle, les avocats peuvent assister les entreprises pour définir quelles sont les meilleures façons de mettre en œuvre une stratégie et de faire le tri entre toutes ces informations qui pourront avantageusement faire l'objet d'un dépôt et donc être protégées et sortir de la précarité du secret d'affaires, et celles dont on va décider de garder secrètes pour mille et une raisons. D'accord. Et Caroline, il y a un autre aspect, au-delà des aspects juridiques, il y a des aspects technologiques, j'ai envie de dire, de sécurité informatique qui sont importants dans une entreprise. Oui, tout à fait. Alors, je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Emmanuel sur l'IA, qui est un sujet un peu phare en ce moment. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la partie technologique, on a tendance à voir émerger un certain nombre de recommandations, au-delà des chartes informatiques, des politiques IA et je dirais, du projet d'entreprise qui doit être mis en place sur la gestion de l'IA, parce que là, je pense que c'est du même acabit que ce que je disais tout à l'heure en termes d'audit pour le secret des affaires. Il y a bien besoin d'avoir l'examen de la situation de l'entreprise et de ce que l'IA peut apporter ou pas en entreprise. L'idée sur la sélection des fournisseurs, notamment, ça va être d'essayer de travailler avec des solutions, comme on dit, on-premise, où on va garder les données dans l'environnement informatique de l'entreprise pour éviter qu'elles se dispersent partout. Ailleurs. Et ça permettra aussi l'entraînement de l'IA sur la base des données de l'entreprise uniquement, et donc des données qualitatives, des données qui auront été sélectionnées exprès. Donc il y a tout un travail à faire au niveau informatique. Et puis ensuite, pour parler de la partie produit, lorsque vous êtes une entreprise dans le secteur digital, une chose qui est intéressante à mettre en place quand on est en direction juridique, ça va être le partenariat en amont dès la création des produits. Donc dès les premières étapes du projet R&D, essayer de rentrer toutes les étapes juridiques, enveloppe solo, accord de confidentialité, contractualisation avec les tiers, etc., dans le process global de création de produits. De façon à ce que ça soit des étapes, de la même manière qu'on va valider un prototype, on va valider le fait qu'on a bien protégé la confidentialité des informations, qu'on a bien déposé une enveloppe solo. Donc, avoir un processus itératif, collaboratif entre le juridique et la R&D pour penser chaque étape. Alors, penser protection, penser aussi architecture informatique. Quand vous avez un logiciel, vous avez plusieurs
couche, si je puis dire. Je ne suis pas une technicienne informatique non plus. Mais ça peut être bien, par exemple, de faire en sorte que votre code logiciel soit pour la partie, on va dire, assez standard, réparable et maintenable par des tiers facilement, mais que le cœur du réacteur soit, lui, par contre, intouchable et bien protégé dans une infrastructure adéquate. Donc ça va vraiment être important. Bon, après, il y a toutes les problématiques enfin, pas les problématiques, mais toutes les solutions de cryptage, firewall, etc., pour que justement ce code qui est protégé. cœur du logiciel soit protégé correctement. Donc tout ça va être vraiment des étapes auxquelles réfléchir, où le juriste va arriver avec ses solutions juridiques et peut aussi être force de proposition sur d'autres types d'outils, ce qui le rendra d'autant plus intéressant pour les opérationnels. Et puis après, bon, il y a toute la gestion des documents et la labellisation des documents avec les mentions secret, confidentiel, ne pas diffuser en externe, etc. Tout ça, ce sont des outils qui gagnent à être mis en place de manière itérative tout au long des processus de création. C'est vrai que je me permets de rebondir. Le fait d'écrire en fait sur un document que l'information est confidentielle ou que les documents est confidentiel, ça paraît un petit peu bête en fait de le dire comme ça, un peu simpliste, mais c'est quelque chose que les juges regardent en fait dans justement les procès sur violation du secret des affaires. Dans le cas de saisie. Exactement. Le juge regarde, est-ce qu'il y avait, c'était écrit confidentiel? Bon, bah donc au moins, la question ne se pose plus. On savait que c'était confidentiel, c'est écrit dessus. On n'y pense pas toujours. Des fois, parce que justement, on se dit, on ne veut pas écrire confidentiel parce que ça va attirer aussi un petit peu l'œil. On ne le met pas dans l'objet d'un mail, par exemple, hyper confidentiel, parce qu'on sait que c'est le mail que les hackers vont essayer de chercher en premier. Mais au moins, dans le document, en fait, en lui-même, un filigrane, une note de bas de page, quelque chose. Ça paraît simpliste, mais c'est quand même important et c'est des choses que parfois, elles ne sont pas faites. Alors, il y a un autre aspect important, Emmanuel, c'est la sécurité des locaux aussi pour préserver une invention. Alors oui, on n'est pas expert, nous, conseil en propriété industrielle, en sécurité de locaux, mais on est quand même sensibilisé à la question parce qu'on va voir nos clients. Bien sûr. Comme je l'ai fait la semaine dernière, on va au siège, voir dans une usine. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Comme dans toutes les installations industrielles et commerciales, oui, il y a une question de sécurité de locaux. Alors, ça permet d'aborder justement le débat des investissements, le débat des dépenses qu'on va faire pour la protection du secret versus, j'ai envie de dire, certains dépôts en propriété industrielle, comme si le secret ne coûtait rien. Mais en fait, si, le secret, il coûte beaucoup d'argent aussi. Ce sont d'autres types d'investissements, en fait, puisque sécurité de locaux, il vous faut des portillons automatiques, une sécurité avec badge, il vous faut un accueil, il vous faut des employés à l'accueil qui vont contrôler tout ça. Vous pouvez avoir des installations, des usines, des labos de recherche où il y a des zones à accès restreint, c'est-à-dire que même certains employés n'ont pas le droit de pénétrer dans certaines pièces. Parfois, des prototypes n'auront pas le droit de quitter telle ou telle partie de l'installation pour qu'il n'y ait absolument aucun risque de les emporter ou de pouvoir les montrer à un tiers. Voilà. Tout ça a un coût considérable. Alors là, on parle de la sécurité matérielle des locaux. Tout l'environnement juridique qu'on évoquait, lui aussi prévoir toutes ces clauses, s'assurer que, etc., c'est du coût humain et c'est normal. L'IT, l'environnement informatique qui doit être protégé, c'est du coût en logiciel, en installation, en professionnels qui vont maintenir et mettre en place tout ça. Donc, il y a aussi un investissement très important à faire en matière de secret, bien sûr. Donc, pensez à cet aspect budgétaire, mais on va revenir un peu au juridique, Caroline. Comment on fait pour justement intégrer, que le juridique soit vraiment intégré au cœur de ce processus de secret? Alors, je vous parlais tout à l'heure du processus itératif avec les projets de la R&D. Ça, c'est un premier élément qui vient en plus de l'audit dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi, comme le mentionnait Claire, le fait qu'on va intéresser les salariés dès leur embauche avec les clauses du contrat de travail. Et puis, il y a un dernier outil qu'on peut mentionner aussi et qui va venir peut-être être encore plus incitatif que le reste, qui serait la mise en place d'une politique de rémunération de l'innovation. Donc en particulier sur la partie brevet, puisque ce sont dans un certain nombre de pays essayer d'avoir une politique exigences incitative légales où effectivement vous allez rémunérer l'innovation, vous allez rémunérer le dépôt de brevet, rémunérer par pays ou par
ou en fonction du chiffre d'affaires qui sera généré par le produit breveté. Donc vous avez un certain nombre d'outils qui peuvent être intéressants à mettre en place. Donc toujours commencer par les pays évidemment où vous avez les sites R&D. Mais ça c'est vraiment quelque chose qui fait prendre, je dirais encore plus conscience aux salariés de la valeur qu'ont les informations et les inventions et l'innovation en général. Et du fait que si vous ne faites pas les choses correctement, la valeur est perdue. Donc, pour le coup, elle n'est pas perdue que pour l'entreprise, elle est aussi perdue pour les salariés. Je dirais que c'est la dernière pierre que je rajouterais à l'édifice qu'on vient de monter. Il y a tout un, excusez-moi, en France, donc il y a toute une. La loi prévoit ça très bien, puisqu'on a tout un régime sur ce qu'on appelle les inventions de salariés, qui en fait normalement oblige toutes les entreprises à mettre en place une politique, puisqu'un un employé qui a une mission inventive et qui réalise une invention, eh bien la loi dit qu'il a droit à une rémunération supplémentaire. Voilà, elle dit pas plus. Et après, ce sont les textes internes de chaque entreprise qui vont définir. Ben oui, vous avez droit à telle prime. Et vous avez des entreprises qui ont effectivement des systèmes très élaborés, qui vont dire, vous avez une prime au dépôt de la demande de brevet, vous avez une prime ensuite si le rapport de recherche montre que l'invention n'est pas antériorisée, vous avez une prime ensuite à la délivrance du brevet, et même, si vous détectez une contrefaçon, plus tard, vous avez aussi une prime. Là, c'est un modèle très élaboré que je présente, mais ça montre jusqu'où on peut aller dans l'attribution de la valeur à l'information. Voilà. Et puis, c'est un exercice qui est aussi important pour l'entreprise de mettre en place dans la mesure où le délai de prescription, en tout cas, s'il n'a pas changé, ne démarre qu'à partir du moment où vous avez informé vos salariés de leur droit à rémunération. Donc, pour éviter des salariés mécontents ou des salariés proches de la retraite, comme j'ai pu le voir de temps en temps, qui viennent en disant, en fait, j'ai déposé X brevets, combien vous me donnez ? Ce sont vraiment des choses à mettre en place. Alors, on a vu toutes les mesures, les outils de protection pour éviter les fuites, mais si jamais une fuite arrive, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire juridiquement, Claire ? Alors, si une fuite arrive, déjà, la première chose, c'est d'en informer l'entreprise. C'est-à-dire que le salarié ou la personne en fait, de l'entreprise qui l'a vu doit absolument informer l'entreprise et surtout le juridique. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que c'est évidemment important de mettre toutes les parties prenantes autour de la table, mais que le juridique est souvent en fait, le dernier informé, que ce soit des projets, que ce soit des fuites. C'est une culture d'entreprise qu'on a comme ça encore malheureusement en France. Le juridique, que ce soit en interne ou les avocats en externe, on est souvent vu comme ceux en fait qui empêchent d'avancer, comme ceux qui empêchent en fait les projets, qu'on n'est pas pro-business, qu'on est vraiment dans le réglementaire, etc. C'est pas vrai en tout cas. C'est pas comme ça qu'on exerce. On est vraiment un partenaire, donc à la fois en amont, à la fois pour sécuriser, et puis du coup, quand il y a une fuite, il faut absolument être informé. Donc il y a plusieurs choses en fait qu'on peut faire. Alors ça dépendra vraiment du cas par cas. Je vais juste vous donner un petit exemple, pas forcément exhaustif, mais il y a des mesures urgentes déjà en fait qu'on peut prendre. La France permet en fait d'avoir des mesures de référé, donc des actions en référé qui sont relativement urgentes. Pour prendre des mesures provisoires. Exactement. On peut se faire autoriser très rapidement en fait par le juge. Alors quand je dis très rapidement, le juridique n'a pas la même temporalité que la vie normale. Mais dans certains cas, le référé d'heure à heure, cette procédure un peu spécifique, permet d'avoir quand même une décision dans des cas vraiment extrêmement urgents en quelques heures, en quelques jours. Ce n'est pas des procédures qui durent 2 ans, évidemment, quand il y a des enjeux importants. Donc, on peut demander au juge des mesures provisoires, sachant que ces mesures, elles peuvent être assez coercitives parce qu'on peut demander, évidemment, l'arrêt de l'atteinte, donc de la fuite. Mais ça peut même aller en fait jusqu'à la destruction des documents que le concurrent, par exemple, aurait trouvés et qui seraient en violation du secret des affaires. Ça peut même aller jusqu'à la destruction du produit qui est issu en fait de l'utilisation d'un secret d'affaires. Donc ça va vraiment très loin. Donc on a quand même un arsenal. Et en plus là, je vous parle juste de la violation du secret des affaires. Mais si cette violation de secret est aussi conjuguée avec une violation en fait d'un titre de propriété industrielle, vous pouvez, par exemple, vous faire autoriser à faire une saisie contrefaçon chez votre concurrent. Donc là, c'est un outil qui est aussi formidable parce que de façon non contradictoire, vous vous faites autoriser donc tout seul par le juge à venir chez votre concurrent un matin à 8h à l'ouverture de l'usine avec un huissier de justice, avec la police si nécessaire, avec un informaticien, un serrurier, tout ce qu'il faut. Et là, c'est vraiment, on ouvre les placards pour venir vérifier, pour venir prouver en fait cette fuite. Donc on a des outils juridiques qui sont quand même très efficaces, qui sont quand même très forts, et on va pouvoir en fait relever la preuve
Et une fois qu'on a la preuve, on va pouvoir demander un certain nombre de mesures provisoires ou définitives et évidemment l'allocation de dommages et intérêts pour le préjudice en fait que l'entreprise a subi du fait de la déperdition de cette valeur économique. Ça peut être une perte de marché, une perte de confidentialité, une perte de confiance aussi avec ses clients, avec ses salariés. Donc il y a vraiment beaucoup de mesures en fait qu'on peut mettre en place qui sont quand même assez efficaces. Alors, très en aval, on peut aussi mentionner que si une entreprise découvre à l'issue d'une fuite que son concurrent a déposé une demande de brevet, voire obtenu ce brevet sur cette invention qui a été volée, le Code de la propriété intellectuelle comprend des dispositions spécifiques pour tenter de récupérer la propriété du brevet. Ça s'appelle une action en revendication, hein. Ça se fait, il y a une jurisprudence, c'est une pratique des tribunaux. Alors bien sûr, il ne faut pas compter là-dessus, hein. On ne va pas s'abstenir de mettre en place de la protection parce qu'on a ça. Mais c'est un filet de sécurité très très en aval, encore une fois, parce que ça se produit plusieurs années plus tard, hein, en fait, mais qui fonctionne dans certains cas. Voilà. Bien sûr. Donc le législateur a prévu ce cas pour les dépôts de brevets indus, je dirais. On va conclure là-dessus et on va passer à notre dernière partie avec le cas pratique qui va nous permettre d'illustrer une fuite de secret d'affaires ou de propriété intellectuelle.